Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous suivre sur BFM, la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir aux auditeurs de la radio Horizon FM qui reprend le son de cette émission. Bienvenue à votre émission débat au cœur du sport. La 35e Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Maroc a bouclé sa première partie, c'est-à-dire la phase de poule. En tout cas, il n'y a pas eu de grosses surprises au niveau des qualifications, mais il y a beaucoup d'enseignements à tirer après les 34 matchs qui ont été joués. Que pouvons-nous retenir de cette première partie en termes d'organisation, en termes de compétition, et que pouvons-nous attendre de nos étalons qui ont d'ailleurs affiché leurs ambitions d'entrée de jeu en se disant « nous voulons revenir à Ouagadougou avec le trophée ». En tout cas, la montagne est là, maintenant il faut l'escalader puisque le second tour va commencer donc demain samedi. Mais avant d'en arriver là, comme je vous l'ai dit, chers téléspectateurs et auditeurs, nous allons revivre dans cette émission les matchs de la phase aller. Avec mes chroniqueurs, nous allons rentrer dans vos foyers pour vous dire ce qu'il faut retenir, la substantifique moelle de cette première phase de la CAN. Alors, je m'en vais vous les présenter. À l'extrême droite, c'est Salifou Guigma de la radio Horizon FM. Salifou, bonsoir. Bonsoir Madi, bonsoir à tous. À côté de Salifou Guigma, lui, il a tout fait. Il a été joueur à la CAN 2000, à la CAN 98 d'abord, à la CAN 2000. Il a été entraîneur avec les étalons U17. Il nous a ramené la médaille de bronze d'Algérie. Il a fait la Coupe du Monde en Indonésie avec la même catégorie. Aujourd'hui, il est entraîneur du Real du Faso. Vous l'avez deviné, c'est coach Brahima Traoré. Ah, ben, votre surnom là, c'est quoi? Le professeur. Bon, si je disais ça moi-même, on va dire, Madi, tu es pressé. Il est là devant lui, le professeur. On va voir quel enseignement il va nous donner parce qu'il a tout observé. Coach Brahima, bonsoir. Bonsoir Madi, bonsoir BF. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, à gauche, bon, on va voir si la lumière vient de là-bas parce que l'autre côté là, c'est un Yarga. Bon, mais ici, là, c'est mon grand frère. Comme Dem n'est pas là, ça peut... Vous êtes à la place, à la place de Dem. C'est le grand frère René Sanou, directeur de GSM Global Sport Management. Grand frère, bonsoir. Bonsoir Madi. Alors, à côté, voilà, ça c'est Anassé Kwanda. Tu n'es pas bien servi, Dem n'est pas là, mais c'est pas facile. Coach Kwanda, bonsoir. Oui, bonsoir Madi. Je rappelle que vous êtes administrateur du sport et vous êtes multidisciplinaire puisque vous faites de la boxe, vous faites du hockey et vous faites surtout aussi du football. C'est ce que surtout beaucoup ne savent pas. Merci, chers chroniqueurs, d'être avec nous ce soir. Alors, avant de revenir, entrer dans le vif du sujet, nous allons aller suivre un élément de Amadou Diko, justement, qui nous fait l'économie à sa façon de cette première partie de compétition. En allant à cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Burkina Faso a d'entrée de jeu affiché ses ambitions. Les Étalons veulent ramener le trophée à Ouagadougou et broder du même coup la première étoile sur le maillot national. Les ambitions sont claires. Je l'ai dit, si on ne joue pas la finale, si on ne remporte pas ce trophée, tout autre résultat serait un échec. Pour les deux premières sorties des étalons pour le compte de la poule E, Brahima Traoré a aligné le même 11 de départ à un élément près avant de faire tourner contre le Soudan. Après une victoire difficile contre le Zalang national de la Guinée équatoriale, les étalons vont perdre 1-0 devant les Fennecs d'Algérie. Bertrand Traoré n'a pas caché sa colère contre l'arbitrage du Ghanéen Daniel Laria. Dommage, on perd 1-0 sur un penalty et je pense que la première action du match, il y a penalty sur moi. L'arbitre il va même pas checker. On lui dit il n'y a pas penalty et comme par hasard, le penalty, il reste sur le terrain, il confirme le penalty. C'est dommage pour le football africain. Des propos qui ont valu au capitaine des étalons $10 000 d'amende. Après la victoire contre le Soudan, le Burkina termine deuxième derrière l'Algérie avec 6 points, 4 buts marqués et 2 encaissés.
Désigné homme du match contre la Guinée équatoriale, Edmond Tapsoba fait partie des Burkinabés qui ont pris un carton jaune avec Gustavo Sangaré, Ismaïla Ouedraogo, Mohamed Zoungrana et Landry Kaboré. Durant les 36 matchs, les arbitres ont distribué au total 128 cartons jaunes et 6 rouges. Au cours des 36 matchs, 87 buts ont été inscrits, soit une moyenne de 2,42 buts par match. Le Nigeria affiche la meilleure attaque avec 8 réalisations et la pire défense est celle du Botswana avec 7 buts encaissés. La plus large victoire, qui est de 3-0, a été réussie par le Sénégal, l'Algérie, le Maroc et la RDC. Nigeria, Tunisie, Mozambique, Gabon et Côte d'Ivoire, Gabon ont été les matchs les plus prolifiques avec 5 buts inscrits. Il n'y a pas eu de grosse surprise dans cette phase de poule. Les favoris ont tenu leur rang. Si on fait une répartition par zone qualifiée, l'Afrique de l'Ouest arrive en tête avec 6 sélections, suivies de l'Afrique du Nord avec 5 représentants. L'Afrique australe compte 3, le Cameroun et la RDC sont les 2 porte-drapeaux de l'Afrique. Voilà, c'est donc une économie de cette première phase avec Amadou Diko. Alors, Salif, parlons d'abord de l'ambiance générale de cette première phase, l'affluence au niveau des stades. Bon, on ne parle pas de l'organisation parce qu'il semble que les Marocains ont dû réussir la chose, mais là, c'est vous qui allez le dire si c'est vrai ou pas. Alors, d'une façon générale, comment vous voyez l'ambiance générale de cette première phase de compétition? L'ambiance était déjà bien partie, m'a dit. Quelques mois, semaines, jours avant le début de la compétition, on sentait déjà la ferveur, parce que vous savez qu'il y a 24 équipes, pratiquement tous les grands noms sont présents. Et le Maroc est un pays hospitalier qui a accueilli pas mal de matchs pour les pays qui ne disposaient pas de stade à normes. Et donc c'était déjà une certaine facilité pour ces pays-là. Et puis voilà, on s'attendait en tout cas au regard des grandes infrastructures à vivre une CAN avec une grande ambiance. Maintenant, le fait majeur, je dirais, qui met entre griffes une petite tâche à l'organisation, c'est bien sûr ces gradins clairsemés, ces tribunes dégarnies qui n'offrent pas, j'allais dire, un beau monde pour accompagner les actions au cours des matchs. En dehors de l'Algérie et du Maroc, pays organisateur, qui draine du monde lorsqu'ils jouent, le reste était quand même difficile à ressentir. Je pense qu'il y a certains stades qui étaient très grands pour certains matchs. 45 000, quand vous avez Botswana, Zimbabwe, je dis n'importe quoi, c'est que vous ne pouvez pas avoir plus de 200 supporters et autres. Et puis, il faut ajouter le fait que les billets sont chers, semble-t-il. Et puis, bon, aussi l'horaire, les horaires de certains matchs faisaient que c'est difficile donc d'avoir un monde. D'accord. Alors, Ibrahima, vous qui avez vécu 2 CAN, d'abord comme joueur, 3 CAN, voilà, comme joueur, avec Saboteur, ensuite 98 et 2000. Alors, ensuite, comme entraîneur, même si c'est des petites catégories, c'est tout de même la chose. Il y a une Coupe du Monde. Alors, même si vous n'êtes pas au Maroc, comment vous analysez cette première phase de compétition? Oui, du moment que, effectivement, j'ai été au Maroc avec les U17. On a eu à faire d'abord la préparation de la CAN U17 en Algérie. On était au Maroc. Et puis après, il y a eu la préparation de la Coupe du Monde aussi au Maroc. Voilà, j'avais déjà une idée de ce qui allait se passer parce qu'au niveau des infrastructures, c'est comme ce que M. Guigmet vient de dire, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à souligner. Mais bon, au niveau de l'ambiance, au niveau des supporters, ça n'a rien à voir aussi avec la CAN que nous avons vue en Côte d'Ivoire. Voilà, bon, c'est dû aussi surtout par rapport à certains matchs. Mais quand tu regardes les matchs de l'équipe nationale marocaine,
Voilà, le stade est archi-com, c'est plein, donc l'ambiance y est. Et même le match Algérie-Burkina, c'était presque plein. Bon, il y avait de l'ambiance parce que... Voilà, si je ne me trompe pas, c'est la deuxième affluence après les matchs du Maroc, parce qu'il y avait plus de 22 000 personnes pour ce match Algérie-Burkina. Exactement. Ils avaient même, ils avaient même dit que c'était à guichet fermé. Guichet fermé. Voilà, bon. Ça veut dire déjà que les Marocains, bon, disons les pays maghrébins, ils sont présents. Ouais, ils sont venus en tout cas en grand nombre. Et ils font confiance à leur équipe. Et actuellement, c'est 5 sur 5. Bon, voilà, bon, l'Afrique subsaharienne aussi est présente. Bon, en tout cas, les huitièmes de finale... on va y arriver, on va y arriver, coach. Alors, grand frère Sanou, est-ce qu'il ne fallait pas s'attendre aussi à cette ambiance plus ou moins morose, à ces gradins classés, comme Salif l'a dit, compte tenu aussi du nombre et naturellement du coût de la vie au Maroc et même du coût du billet pour y arriver? Bon, vous prenez des pays d'Afrique australe comme Zimbabwe, Botswana, bon, ce n'est pas facile. Et même nous en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas du donné que de se rendre au Maroc pour suivre un match. Non, ben, Madi, j'abonde dans le même sens, parce que là, il faut dire que cette CAN au Maroc, le Maroc étant un pays, je dirais vraiment un pays phare, du point de vue économique quand même, c'est un des pays en Afrique qui fait en tout cas une référence. À ce niveau, il était effectivement difficile pour en tout cas le commun des mortels, au niveau surtout de l'Afrique subsaharienne et même un peu l'Afrique centrale, de pouvoir effectivement avoir beaucoup de supporters sur les gradins. Parce que nous avons constaté certains matchs où il y avait pratiquement du vide. Oui, absolument. Il y avait pratiquement du vide. Et je crois que on va, logiquement, je crois qu'après tout cela, il y aura quand même un bilan à faire. Je crois qu'il serait bon de revoir un peu ces cas-là, parce que bon, le Maroc est candidat pour la Coupe du Monde 2030. 2030, oui. Et je crois qu'il faut commencer à viser un peu. Et ces questions vraiment de coût, des questions d'accessibilité au niveau du stade, des questions de logement. Il y a vraiment un certain nombre d'éléments qui freinent en tout cas cette arrivée assez quand même, je dirais, capitale au Maroc. Parce qu'on aurait aimé tous y être, du moins un grand nombre quand même de passionnés du football auraient aimé y être. Mais malheureusement, plusieurs cas se présentent à nous, donc logiquement, il faut quand même revoir, parce que les coûts sont quand même assez élevés, et compte tenu de la situation au plan économique de certains pays, je crois que ce n'était pas quand même du donné. Alors, Anassé Kwanda, vous qui êtes administrateur du sport, dans ce cas, bon, est-ce qu'il faut revoir le nombre, parce que bon, 24 équipes, c'est la moitié du continent africain, donc on a de fortes chances d'avoir beaucoup de pays là-bas. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui a un effet négatif sur l'affluence? Parce que bon, forcément, comme on l'a dit, le coût encore va revenir et l'accessibilité aussi. Je pense que c'est une très belle initiative. Le fait qu'on est allé à 24, 24 sur 48 ou 24 sur 54. 52, oui. Oui, disons 54. Disons que c'est bien. Maintenant, est-ce qu'on a la capacité de pouvoir avoir tout ce beau monde-là en même temps et utiliser le maximum d'espace qu'on veut? Ça va être très compliqué, mais j'ose croire qu'avec les moyens du Maroc, vu ce qu'on est en train de voir, et vu les ambitions du Maroc, je pense que d'ici 2030, là, ils pourront peut-être tenir le pari d'organiser la Coupe du Monde. Sinon, pour le moment, bon, ça va, ils ont les infrastructures qu'il faut, ils ont tout ce qu'il faut, mais est-ce que c'est à la portée des autres pays? Parce que la vie est chère, il ne faut pas qu'on va se leurrer, la vie est chère là-bas, et ils tentent d'amortir un peu les coûts, mais ce n'est pas évident. Oui, Anassé, je ne vous coupe pas. Je pense qu'il y avait eu la rumeur qui disait qu'on allait ouvrir les portes des stades pour les marches à moindre affluence. Heureusement que la CAF a tout de suite démenti en disant non, si tu veux venir, tu viens avec tes moyens. Mais il n'est pas question de faire des cadeaux à qui que ce soit parce qu'il ne peut pas venir au stade. Oui, c'est comme ce que je l'ai dit. Parce que en fait, il faut rentabiliser. Ils ont construit des infrastructures. C'est l'économie du sport, c'est le sport business. Soit tu as l'argent, tu es là-bas, ou tu n'as pas l'argent, tu ne pars pas. Tu vas suivre et puis on va vendre les images, je vais les payer pour regarder. C'est comme ça. Donc j'ai compris que bon,
c'est le sport, c'est la fête de l'Afrique, mais ça risque de nous échapper parce qu'il faut de l'argent pour aller. Actuellement, quand on regarde un peu, il n'y a pas la place pour ceux qui se débrouillent. Hein. Il n'y a pas la place là-bas. Hein. Soit tu as les moyens, tu y vas, ou tu n'as pas les moyens, tu restes à la maison. Tu restes à la maison. Alors, oui, Salif, avant qu'on rentre maintenant, qu'on aille maintenant sur les pelouses. Mais c'était une attitude expérimentale. Hein. Oui. Je pense qu'ils sont allés même sur le match Égypte-Afrique du Sud. Et 20 minutes après, ils ont ouvert les portes. Le problème, c'est qu'il y a des chaînes qui ont filmé des gens qui étaient même sur les toits du stade. Et ils ont compris que c'était un gros risque qu'ils prenaient. Et tout de suite, ouais, ils ont mis une croix sur cette attitude. Donc, depuis lors, bon, on a dit, tous ceux qui veulent entrer au stade, là, il n'y a plus de gratuité. Donc, il faut payer pour entrer. Donc, il n'y a plus de... Sinon, c'était parti pour ouvrir après les 20 minutes. Je pense que, bon, mal les en a pris. D'accord. Ils ont vite arrêté. Alors, coach Traoré, on va aller sur les pelouses parce que l'ambiance des gradins est chaude, mais je crois que ce qui intéresse, c'est beaucoup plus ce qui s'est passé sur les pelouses. Comment vous avez regardé d'une façon générale le niveau du jeu? C'est vrai que peut-être qu'on ne peut pas avoir tous les matchs au top, mais est-ce que cette CAN a la moyenne en termes de production sur le terrain? Oui, je pense cette première partie sur la centrale. Cette première partie, toutes les équipes ont joué, en tout cas, crânement leur chance. Et il faut reconnaître aussi que le niveau, vraiment le niveau y était. Quand on regarde surtout les matchs des étalons, en dehors peut-être du Soudan qui, selon moi, en tout cas, a quand même créé un peu la surprise pour prendre la deuxième et la troisième place devant la Guinée équatoriale. Oui. Je voyais en tout cas le Soudan terminer 4e. Mais quand on regarde aussi par rapport à tous les groupes, les favoris sont passés. Voilà, les outsiders aussi, bon, chacun reste à la deuxième place. Ça veut dire que la hiérarchie a été respectée. Bon, moi, je pense que le niveau, en tout cas, est vraiment très, très acceptable. Voilà. Alors, grand frère Sanou, quand on prend les stats, il n'y a eu que 8 matchs nuls, dont 2-0-0. Autrement, les attaquants ont fait le boulot. Non, là, au regard effectivement des stats, ce qu'on vient de suivre tout de suite, hein, les attaquants ont fait le boulot. Et il faut dire que, en fait, de façon générale, il y a eu une progression au niveau, en tout cas, de toutes ces nations-là, parce que nous avons constaté quand même que les nations auxquelles peut-être on ne croyait pas tellement ont montré quand même qu'il fallait apporter quelque chose. Et le constat est aussi intéressant parce que c'est les buts qu'on veut. Et si aujourd'hui nous avons une CAN où il y a beaucoup de buts, cela veut dire que nos attaquants qui sont en train de faire vraiment beaucoup d'efforts. Parce que c'est le résultat qui est effectivement, qui détermine effectivement la fin de tout match. Et je crois que c'est quand même intéressant de souligner cela. Et le nombre de buts qui a été annoncé, je crois que c'est quand même très encourageant. Et c'est à l'honneur des attaquants et à l'honneur des coachs. Parce que c'est eux qui impriment effectivement l'attitude à tenir en fonction effectivement de la qualité des joueurs. Ils savent ce qu'il faut faire. Et puis, je crois qu'à notre niveau aussi, il va falloir, si je prends le cas des étalons, nous avons quand même pêché à ce niveau. Et il va falloir que nous redoublons d'efforts pour voir un peu à ce niveau comment corriger certaines, je dirais, certaines erreurs, certaines lenteurs du point de vue tactique et du point de vue technique. D'accord. Alors, M. Anassé Kwanda, si on continue toujours de faire la lecture des scores, il y a eu les 3 buts à 0. C'est Sénégal, Botswana, Algérie, Soudan, RDC, Botswana, Sénégal, Bénin, Maroc, Zambie. Ensuite, il y a les équipes, les scores les plus prolifiques, notamment Nigeria, Tunisie, Mozambique, Gabon, Côte d'Ivoire, Gabon. Alors, est-ce que ça signifie que ces attaquants africains-là, donc les attaquants au niveau de l'Afrique, les gens sont devenus c'est un football désormais tourné vers l'offensive parce qu'avant le premier tour comme ça, on se débrouillait pour ne pas prendre de but pour arriver au second tour. Mais on voit que ça fait chose. Une équipe comme le Nigeria a claqué 8 buts en 3 matchs. La réalité est que les gens jouent à fond maintenant. Il n'y a pas de réserve. Actuellement, la CAN à 24,
Il n'y a pas de réserve. Tu vas te réserver pourquoi? Il faut aller à fond avec les hommes du moment, avec les hommes qu'il faut, avec ce que tu as. Oui. Et c'est à la fin, c'est après le sifflet final de l'arbitre là qu'on sait qu'on a fini le match. Mais si vous allez avec des freins en main, ça va être très compliqué. Donc quand j'ai observé un peu la plupart des pays là, ils n'ont pas joué avec des freins en main. Ils sont partis à fond au premier tour pour voir. Secouer le cocotier, comme on aime le dire, voir les forces, les faiblesses et voir dans quelle mesure maintenant il faut positionner pour les vrais matchs, les finales avant les finales. C'est les phases finales maintenant, c'est les huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale. C'est les finales avant la finale même, je veux dire. Donc actuellement, c'est normal parce que il y en a qui ont tenté de jouer bloc bas. Il y en a qui ont misé beaucoup sur l'attaque. Mais la plupart du temps, ceux qui ont misé sur l'attaque, ils ont marqué. Ceux qui ont essayé de jouer avec le frein en main, bon, ils ont marqué peu. C'est 2-1, c'est 1-0, voilà, c'est 0-0. Donc, l'un dans l'autre, c'est des stratégies de jeu qui ont donné, qui ont payé pour certains. Mais je me dis que dans l'ensemble, les gens ont joué à fond. Donc, c'est pour dire que les phases finales, nous allons avoir de vrais spectacles maintenant. D'accord. Salif, par rapport à ces attaquants, en tout cas à la vista des attaquants, qui ne laissent rien, qui n'ont pas laissé beaucoup de chance aux défenses. Mais je remarque que le ratio va sur une moyenne de 2,40, voilà, disait donc le commentateur tout à l'heure. C'est ça. Sur les 36 matchs disputés, donc on est au-delà de 87 buts marqués. 2,42 par match. Voilà, je suivais des échanges et un commentaire faisait donc comparaison avec la Coupe d'Afrique 2010. Depuis là, on n'a pas eu un tel ratio. Ça veut dire que ça crache vraiment le feu devant, comme le disait Kwanda. Après, je pense que les équipes ont des options, je pense, tournées vers l'offensive. Si vous regardez dans le temps, il y a de gros chocs qui n'accouchaient que des 0-0. Voilà, Burkina, Algérie, Côte d'Ivoire, Cameroun, Maroc, Zambie, Mali, Zambie et autres. Non, ça marque. Ça marque, même si sur certains matchs, c'est des scores étriqués, mais ça marque et il y a beaucoup d'occasions de but. Voilà. Et je regarde aussi que les équipes sont tournées vers vers des dispositions. Bon, le technicien pourrait dire ou confirmer ou pas. Ils sont tournés vers un dispositif où il y a plus de travail à partir du milieu de terrain. Donc la transition entre le milieu de terrain et l'attaque est constamment menée de sorte à fournir beaucoup de ballons à l'attaque. C'est pourquoi il y a beaucoup de buts. Et je vois qu'il y a au moins, en termes de buteurs, il y a un joueur qui a 3 buts, il y a 3 qui ont 2 buts. Voilà. Ça veut dire que ça marque absolument. Et même les équipes qui encaissent marquent également. Voilà. Je regarde le Gabon qui était déjà éliminé, est tout de suite allé à l'abordage et a planté 2 buts à la Côte d'Ivoire avant donc de reculer pour prendre 3 autres. Donc moi je pense que c'est cela et ça continuera à partir des 8e de finale. La petite chose que je voudrais juste souligner, je pense que c'est la petite tâche, c'est qu'en termes de prouesse, au niveau donc de l'offensive, il y a des pénaltys ratés, je ne comprends pas. Voilà, je vois que heureusement qu'on a raté un contre nous. Oui, mais il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. Sinon, il y a aussi beaucoup de buts marqués sur balle arrêtée. D'accord. Alors, voilà, coach, justement, comme Salif l'a dit, en termes de lecture du jeu, alors, quelle tendance, vous, le technicien, quelle tendance a été donc le choix des entraîneurs dans l'exécution de cette CAN, parce que même si les gens parlent de bloc bas, bon, mais il y a quand même des buts qui sont marqués. Comment on est arrivé à déjouer tout ça et qu'est-ce qu'on peut voir comme en filigrane dans l'évolution du football africain? Bon, disons, en dehors du match Maroc-Comores, où les Comoriens sont venus avec leur bloc bas, bon, ils se sont dit, même si on a un 0-0, bon, on préfère 1-0 ou perdre même 2-0 que de prendre 5-0.
Mais après, quand vous avez vu, quand ils ont pris 2-0, ils sont sortis. Mais la plupart, après ce match, la plupart de tous les matchs que j'ai regardés, mais chaque équipe est venue pour jouer le bloc haut. Parce que la meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. Voilà. Et quand vous voyez le système de presque toutes les équipes, c'est un système où on appelle les joueurs à aller à l'offensive. Bon, aujourd'hui, le football moderne, c'est surtout les latéraux. Ce n'est plus comme avant où tu vois un latéral qui est figé à son poste, aucun centre, aucun débordement. Mais non, mais aujourd'hui, le football moderne, ce sont les latéraux qui amènent plus offensivement. Et quand vous remarquez, ce sont les latéraux qui donnent plus de buts aux avant-centres. Et voilà. Mais est-ce que ça aussi, ce n'est pas dû au fait aussi qu'il y a beaucoup de densité au niveau de l'axe? Et si bien que c'est difficile de passer par là-bas, parce que quand vous avez 4-5 joueurs devant le gardien, bon, pour tirer le bloc, il faut forcément passer. Est-ce qu'on ne prend pas trop aussi au niveau du football européen, même si bon, c'est un euphémisme de dire que pratiquement tous les joueurs jouent en Europe? Oui, mais oui, vous avez bien constaté ça, parce que c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, on dit que pour gagner un match, il faut gagner la bataille du milieu de terrain. Et quand tu gagnes la bataille du milieu du terrain, mais maintenant, ça veut dire que l'adversaire ne peut pas prendre ton milieu. Et là, maintenant, il faut passer par les côtés. Et là, maintenant, les côtés, qui doit amener offensivement sur les côtés? Ce sont les latéraux. Et les latéraux, c'est pour ça que souvent on dit qu'un latéral et puis un ailier, bon, ils peuvent être des binômes et ça marche. Quand on regarde les étalons, souvent on dit que quand Issa Kaboré il joue avec Bertrand, on voit comment le côté là est bien animé. Et voilà, l'autre là, c'est Arsène Kouassi. Il est latéral, il est parti marqué. Absolument. Et, bon, je ne vais pas vous apprendre, quand vous voyez Hakimi avec le PSG, ben, pratiquement il est le meilleur joueur, il est le meilleur latéral. Donc ça veut dire que le football moderne aujourd'hui, ce sont les latéraux qui amènent beaucoup. Et même les centres. Donc ça fait qu'aujourd'hui, quand on regarde la CAN, il y a plus de buts marqués parce que tout le monde est attiré par l'offensive. Et tant mieux pour le spectateur. Nous, les spectateurs, on préfère voir un match 3-3 que de voir un match 0-0. Voilà. Oui. Moi, je suis là pour répondre aux questions. Oui. Je suis pas là pour poser les questions. Oui. Mais une chose que je voudrais quand même comprendre. Comprendre, oui, mais si vous avez un technicien, oui. Exactement. Regardez ce qu'est devenu Hakimi. Il est devenu ailier. Oui. Je veux savoir, est-ce qu'aujourd'hui, un latéral est un ailier? Bon, alors coach, est-ce qu'un latéral c'est un ailier? Non, un latéral n'est pas un ailier, mais en fait, quand le latéral monte, l'ailier reste. OK. Parce qu'il ne faut pas, avant tout, le latéral c'est un défenseur. Voilà, quand un latéral est là, d'abord tu dois défendre. Mais il faut avoir vraiment, comme on a l'habitude de dire qu'il faut avoir le poumon. Parce qu'il faut aller à l'offensive et il faut défendre. Il ne suffit pas d'aller offensivement et laisser derrière ou ouvrir. Mais c'est un système que nous, les entraîneurs, on fait en sorte que même si le latéral monte, il y a un milieu défensif, il y a un coulissement qui est là, qui couvre la montée du latéral. Et parce que si le milieu défensif ne couvre pas, ce n'est pas dans toutes les montées qu'il y a but. Et souvent, il faut terminer l'action. Mais ce que nous, on demande souvent aux latéraux, c'est quand vous montez, finissez l'action. Ça te permet d'avoir le temps de te replacer. Mais quand tu ne finis pas l'action, et quand le ballon est récupéré, il y a la contre-attaque qui est là. Donc, c'est un risque, mais il faut prendre le risque, il faut laisser les latéraux aussi. Merci, voilà, merci. Voilà. Bon, Salif, si tu voulais un professeur, ben voilà. Tu es bien enseigné. Le professeur. Merci. Alors, grand frère, avant le début de la compétition, quand la FIFA a dit on libère les joueurs le 15, il y a eu cette polémique, on ne respecte pas le football africain, etc. C'est vrai, même si la FIFA n'a pas respecté ses propres règles, bon, à travers la CAF, je veux dire, la CAF à travers la FIFA, je veux dire, mais on se rend compte que on a l'impression que le fait que le joueur soit venu tardivement n'a pas du tout entaché la qualité du spectacle. La preuve, on a beaucoup de buts, on a beaucoup d'engagement et beaucoup de joueurs ne semblent pas jouer avec le frein à main.
Non, mais moi je crois que les joueurs étaient en compétition, hein, ils n'étaient pas en repos, ils n'étaient pas en vacances. Et je crois que 15 jours avant, c'est en fait c'est un calendrier qui a été arrêté du point de vue administratif qu'il faut donc respecter. Mais il y a quand même des aléas qui peuvent amener ce calendrier à être revu, mais cela n'a pas réellement entaché le bon déroulement, effectivement, en tout cas de cette CAN, notamment au niveau effectivement des joueurs qui sont pratiquement à l'extérieur. Sinon, cette polémique a fait vraiment beaucoup parler, mais je crois que, étant donné que ce soit en Afrique ou que ce soit en Europe, nous étions pratiquement tous en compétition, je crois que ça vient compléter, que sinon ça vient apporter vraiment un plus dans effectivement ce que nous avons arrêté. Si effectivement on était à des moments où peut-être que les championnats étaient arrêtés ou des joueurs pour des questions vraiment de tactique ou de technique, il était normal qu'ils soient présents. Mais moi je dis toujours qu'un joueur qui est appelé à l'équipe nationale, il ne vient pas encore pour apprendre. Il a quand même un certain niveau de connaissances techniques, ce qui l'amène quand même, et il a cette performance qui fait que l'entraîneur l'appelle. Et je crois que ce n'est pas peut-être pour quelques 2-3 jours de retard ou une semaine de retard avec le groupe qui va créer des problèmes. Parce que ce n'est pas en ce moment, au tenté de 2 semaines, qu'il faut forcément, en tout cas, revoir tous les fichiers afin de pouvoir amener l'équipe à être réellement dans le scénario que l'entraîneur s'est fixé. Parce que je pense quand même, nous avons un coach ici, cela peut se passer aussi au niveau même interne, au niveau donc de certains joueurs. Nous avons dans le temps des joueurs qui étaient des élèves, des étudiants. Mais les équipes locales faisaient avec ça. Il y a des étudiants qui s'entraînaient peut-être une fois par semaine ou même 2 fois, mais cela n'empêchait pas aux entraîneurs de savoir effectivement manager afin que ces joueurs puissent répondre, en tout cas au scénario qu'il a mis en place pour pouvoir respecter les compétitions, sinon les victoires. Alors, Anassé Kwanda, en termes de répartition zonale des pays qualifiés pour les 8e de finale, on remarque pratiquement un équilibre. Hein. C'est vrai que l'Afrique de l'Ouest domine devant, avec, je crois, 6 qualifiés, 7, Sénégal, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, Bénin, Nigeria, donc 6. L'Afrique du Nord, je veux parler, tout le monde est passé, on crée pour le Soudan, comme le coach le dit, le Soudan se sauve. Et on a l'Afrique australe avec 3, plus 2, et pour l'Afrique centrale. Alors, comment vous lisez ça? Parce qu'au niveau de l'Afrique centrale, on se rend compte que, bon, si vous enlevez le Cameroun et la RDC, ça padine plus ou moins. Disons que ça reflète un peu le développement du football en Afrique. Quand vous regardez un peu, c'est pas qu'on... En tout cas, ces temps-ci, pour ne pas dire des 10-15 dernières années comme ça, le football subsahélien s'est beaucoup amélioré. Avant, on partait copier ailleurs. Maintenant, c'est des gens qui viennent copier notre exemple pour bien faire. Parce qu'on a compris un peu, pour ne pas dire qu'on a compris comment il faut passer pour développer le football. Donc, tout le monde travaille maintenant à la base. Et on met beaucoup l'accent sur la relève. Et ça fait qu'on ne chôme pas. Vous allez voir que dès qu'on commence à vieillir, l'équipe nationale commence à vieillir, il y a déjà des enfants qui frappent à la porte et puis ainsi de suite. Et les gens ont compris, ils mettent l'argent qu'il faut, là où il faut, pour pouvoir, même si c'est des initiatives privées, on a beaucoup d'académies, beaucoup de centres de formation. Je peux parler comme ça parce que j'ai vu que même on a un technicien à la personne de Sabargo Ousmane qui est au niveau de la CAF, qui supporte un peu le développement du football à la base. Ça fait que ça a beaucoup aidé. C'est vu l'exemple. Vous n'avez pas vu l'exemple qu'il a eu à donner au niveau de l'Afrique, de l'Ouest, et qu'on l'a coopté pour pouvoir faire le tour. Mais l'un dans l'autre, je vois que, bon, ça va. Seulement, ce qui nous manque, c'est les infrastructures. Si on avait les infrastructures de l'Afrique du Nord, je pense qu'actuellement, on allait être carrément au top des tops. On allait être carrément, pour ne pas dire, au sommet de l'Afrique. Actuellement, on tente d'être au sommet, mais c'est c'est l'Afrique du Nord qui est carrément nettement marquée d'infrastructures et de production de jeux actuellement là. On ne peut pas. Alors, Salif, au regard de ce qu'on a vu, des résultats là, est-ce qu'on peut encore parler de favoris à partir de ce 2e tour? Chaque équipe a joué 3 matchs, on a vu les stats, bon, comme vous l'avez dit, tout le monde est tourné vers l'offensive. Est-ce qu'on peut encore parler de favoris? Bien sûr, on peut toujours parler. Je dis toujours parce que moi, j'avais enlevé encore la main toujours. Parce que dans le
commentaires. Oui. Avant plateau, ça a été relevé. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise, oui. Au niveau de la phase de groupe, il n'y a pas de surprise. Il y a eu des matchs avec des tendances, des revirements, et ainsi de suite. Mais au sprint final, il n'y a pas de surprise. J'écoutais il n'y a pas longtemps aussi des débats où on parlait du Gabon qui est resté sur le carreau. Non, parce que le Gabon était dans une poule relevée. Côte d'Ivoire, Cameroun. Il fallait forcément qu'un reste. Et je pense que les deux qui sont qualifiés sont pour moi les favoris. Oui, mais donc, sauf que dans la poule du Burkina, les 3 premiers sont passés. Les 3 premiers. Moi, je parle d'abord des 2. Hein. Je ne parle pas des 3. Des troisièmes. Des troisièmes, d'accord, des deuxièmes. Des deuxièmes, des premiers et deuxièmes. Oui. Je pense qu'à ce niveau, la hiérarchie a été respectée. Et même en 8e, la hiérarchie sera respectée. Je pense qu'on a 8 matchs. Oui. On tournera peut-être autour de 2, à mon sens, 2-3 matchs où on parlera pas de surprise extraordinaire, voilà, de surprise en tant que statut à comparer entre les équipes. Sinon, à ce niveau-là, moi, je pense que une surprise, c'est quoi? C'est si le Soudan élimine le Sénégal. Ça, par exemple, c'est une surprise. Si le Burkina bat la Côte d'Ivoire, pour moi, ce n'est pas une surprise. Ça, par exemple, c'est ce que je veux dire. Et à partir maintenant, Nigeria, voilà, si le Nigeria perd devant le Bénin, là, c'est une surprise. Voilà. Sinon, à partir de là, regardez, hein, moi, je peux vous dire même, on peut se donner rendez-vous, à partir des quarts, il n'y aura plus de favoris. Tout le monde est favori ou personne n'est favori. Parce que je regarde, c'est costaud. C'est costaud. Je me suis, vous êtes fort dans les aspects historiques. Est-ce qu'une fois, on a eu une CAN avec comme une hiérarchie aussi respectée? Je ne sais pas. Il n'y a pas de surprise en tant que telle. Voilà. Oui. Alors, coach, est-ce qu'il faut mettre ça sur le compte? Parce que vous, les entraîneurs, on vous oublie souvent, sauf que quand ça ne va pas et puis on veut vous chasser. Mais est-ce que, par exemple, ces résultats qu'on apprécie positivement, est-ce qu'il faut le mettre sur le travail des entraîneurs qui ont été plutôt prudents, qui n'ont pas voulu prendre de risques? Parce que quand je regarde tous les effectifs, je constate qu'aucun entraîneur n'a osé amener un minot. Comme on le voyait souvent, les gens ont préféré miser sur des certitudes. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les équipes, tous les pays, ils veulent remporter cette CAN. Voilà, bon, par exemple, le Burkina, nous... on l'a dit clairement. On l'a dit clairement. Oui. Voilà, nous, on ne part pas à la CAN pour aller jouer les demi-finales. Nous, on veut aller jouer la finale. Et quand on joue la finale, c'est pour la remporter. Voilà, donc toutes les équipes, même quand tu vois tous les entraîneurs dans leur interview, personne n'est venu dire que nous, on est venu pour apprendre. Non, chacun dit, non, nous, on est venu pour remporter. On est venu, oui. Même le Soudan. Voilà, même le Soudan est là. Voilà. Donc, ça veut... Avec un trop technicien gagné. Voilà. Bon, puisque lui-même, il a été un grand joueur ghanéen. Il a même remporté la CAN. Il a même remporté la CAN. Oui, bon. Et il connaît déjà les enjeux qui sont là. Oui. Mais quand vous remarquez, même voir, aucun pays aujourd'hui, même tous les pays qui sont qualifiés en 8e de finale, aucun entraîneur ne va dire que lui, il est favori. Non, tous les entraîneurs ils disent que en 8e de finale, tout est possible. Voilà, même il peut y avoir une surprise, comme ce que M. Guignois vient de le dire. Si le Nigeria s'amuse, le Bénin va l'éliminer. Ah oui. Ah oui, parce que... Parce qu'ils se sont déjà affrontés pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. En fait, même tous les matchs de 8e de finale, ce sont des finales. Voilà, ce sont des finales pour toutes les équipes. Voilà. Donc, le Bénin va jouer sa finale devant le Nigeria. Et c'est comme le Soudan va jouer sa finale aussi devant l'Afrique du Sud. Le Soudan, c'est Sénégal. Sénégal, voilà. C'est d'ailleurs le premier match, demain à 16h. Ouais. Donc, ça veut dire que nous, devant la Côte d'Ivoire, c'est déjà, on peut dire que c'est déjà un derby. Voilà. Donc, nous, on part pour chercher notre quart de finale. Voilà. Donc, ça veut dire qu'aucun pays ne va se considérer dans la peau d'un favori. Voilà. Chacun va aller jouer crânement sa change.
Et je ne pense pas qu'il y aura un bloc bas. Et chacun va aller avec le bloc haut, aller chercher à marquer le petit but. Peut-être quand on va commencer à mener, et que l'équipe va quand même se retrancher pour dire que bon, on va garder l'avantage qu'on a. Mais d'entrée, je ne pense pas qu'il y aura une équipe qui va jouer à la prudence. D'accord. Alors, grand frère, justement, par rapport à ces huitièmes de finale, on y est déjà. Demain, 16h, c'est Sénégal-Soudan. Mais est-ce que c'est du kit ou double? Mais les joueurs ont quand même 3 matchs dans les jambes, avec beaucoup d'intensité. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des influences de cette première partie de compétition-là sur les physiques des joueurs? Bon, il peut y avoir des influences. Hein. Les influences au plan physique des joueurs, ça, il faut le dire, ça va exister. Maintenant, donc les bancs de touche vont avoir un grand rôle à jouer. Oui, les bancs de touche vont avoir un grand rôle à jouer parce que je crois que le Soudan a vraiment bataillé pour être là où il est, au regard effectivement de sa situation. C'est le seul pays qui n'a pas marqué sur son action, puisque le but qu'ils ont gagné, c'est sur autogol. Ça fait un pour eux. Voilà, avec tout le respect qu'on doit au crocodile du Nil. Moi, je retiens qu'ils ont un but. Voilà, que ce soit autogol ou par l'attaquant, c'est un but. C'est un but. Non, moi, je crois que le premier match va quand même annoncer les couleurs. Hein, le premier match et le Sénégal. Sénégal-Soudan, oui. Non, je crois que le Sénégal ne va pas s'amuser. Hein. Et comme l'a dit le coach Brahma, non, à la limite, c'est des finales. C'est des finales parce que si vous vous amusez, tout de suite vous sortez. Hein, parce qu'on le dit toujours, le football, ce n'est pas scientifique, ce n'est pas une science. Donc, une surprise et puis tout de suite vous prenez un but et après, ça devient compliqué. Je crois que les différents coachs vont mettre le paquet et je crois qu'ils seront vraiment juste au bord du gradin, au bord du terrain pour dire ah non, il faut pas lâcher parce que c'est une finale que l'on joue et il faut y aller, il faut aller à fond. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, le Sénégal qui veut encore redorer son blason a intérêt avec, bon d'accord, ils ont fait un bon parcours tout de suite, mais ce qui arrive, c'est pas vraiment à négliger. Alors coach Kwanda, on a vu que pour la première partie de compétition, les arbitres ont eu quand même la main assez lourde. Hein. Ça fait quand même 128 cartons jaunes, 6 cartons rouges. Bon, avec des consultations de la VAR à n'en pas finir. Alors, pour cette deuxième partie de saison, comment vous voyez la contribution du corps arbitral pour qu'on reste dans l'équité? Mais est-ce que vous, qui êtes aussi entraîneur, est-ce que la VAR aussi, bon, on n'en fait pas trop, même si, bon, les Béninois vous diront le contraire parce qu'eux, ils ont dit qu'on les a frustrés d'un but, d'un pénalty à cause d'une panne des machines. Oui, effectivement, vous savez, c'est l'innovation majeure des compétitions de la CAN maintenant. Mais moi, j'ai toujours une idée sur les arbitres. J'ai dit, chacun joue son rôle. Toi, tu es joueur, tu es athlète, joue ton ballon. Il est arbitre, il siffle son ballon. Chacun n'a qu'à faire son travail. Ça, à la fin, on va juger qui a fait bien son travail. Mais si tu veux remplacer l'arbitre ou bien l'arbitre veut remplacer le joueur, il y aura problème dans toutes les compétitions. Donc, un discours à tenir à ces joueurs, à ces athlètes, hey, vous êtes des joueurs, vous jouez votre ballon. Souvent, on aime dire, en disant un français facile, hey, jouer sans l'arbitre. On aime dire ça aux enfants, aux jeunes, quoi, jouer sans l'arbitre. Pour dire que non, chacun a son rôle à jouer. Ils ont leur rôle, eux aussi, ils ont une pression qui ne dit pas son nom. Bien sûr. Parce qu'eux aussi, ils ne sont pas là pour faire du mal, hein. Ils sont là pour siffler. Donc, ils sont jugés, ils sont observés. Si tu fais mal, les prochains matchs à venir, on va t'écarter. C'est exactement comme ça. Donc, c'est qu'on peut dire, parce que l'introduction de la VAR, même les gens disaient que non, que ça allait diminuer un peu la beauté, pour ne pas d'authenticité du jeu. Bon, mais on évolue. La VAR permet au moins de corriger, de se rattraper au cas où on aurait failli. Même si par moment il y a des ratés. Comme on sait que nul n'est parfait. Par moment on peut faire des ratés. Mais je pense qu'en âme de conscience que chacun n'a qu'à jouer son rôle. L'arbitre joue son rôle en tant qu'arbitre. Les joueurs doivent jouer leur rôle en tant que joueurs pour ne pas avoir des problèmes par la suite. Parce que si vous avez la main dans la bouche du chien, c'est à vous de négocier pour l'enlever. Sinon, si nous, en tant qu'athlètes, en tant qu'entraîneurs, on voit que souvent les arbitres là, sont derrière, ils ne se lâchent pas. Hein.
même si vous savez que vous avez raison, laissez les supporters parler. Vous, en tant qu'athlète, vous, en tant qu'acteur direct de la chose, ne parlez même pas. Soyez tout doux avec les arbitres, ils vont être tout doux avec vous. Mais si vous voulez leur montrer leur travail, vous allez avoir les 1000 problèmes jusqu'à la fin même de vos matchs. Donc c'est ce qu'on aime dire à nos athlètes, respectez l'arbitre. Bon, Bertrand Traoré en sait quelque chose. Alors on a réservé le meilleur pour la fin. Salif, comme vous l'avez déjà dit, le hasard a voulu, parce que le tirage au sort c'est un hasard, que ce 8e de finale oppose le Burkina à la Côte d'Ivoire. On a envie de dire que ce match est venu trop tôt. Bon, alors Salif, c'est le derby d'Afrique de l'Ouest pour cette CAN. Comment vous voyez ce match? Ça arrive à un moment où les deux équipes sont en forme. Moi, c'est la première appréciation que j'ai faite. Vous regardez l'équipe du Burkina depuis la CAN jouée en Côte d'Ivoire d'ailleurs, elle s'est bonifiée. L'effectif a gagné en qualité. Moi, j'apprécie d'abord cela. Je compare également la Côte d'Ivoire de 2023 à celle d'aujourd'hui. J'ai envie de dire, ça n'engage que moi, que celle-là, elle est moins forte. Du point de vue individualité, du point de vue expérience individuelle toujours. Et les deux équipes, je sors maintenant sur un autre aspect, jouent pratiquement le même style du 4-3-3, pour la majorité en tout cas des matchs que j'ai regardés. Et il y a du sang neuf de part et d'autre. Il y a également, comment je vais dire ça, les aspects offensifs et défensifs. Je vois que la Côte d'Ivoire a marqué 5 et encaissé 3. Le Burkina a marqué 4 et encaissé 2. Il y a des personnalités au niveau de chaque ligne. Je pense que ça va se jouer à peu de choses. Les gens ont tendance à regarder les oppositions passées, l'histoire. Moi, je pense que les statistiques sont réservées pour les articles. Voilà, les choses évoluent. Quand vous êtes sur le terrain, c'est une autre réalité. Et je crois qu'il ne faut surtout pas minimiser cette équipe burkinabé. Voilà, parce que je regarde les commentaires, tout ce que vous voulez. C'est une équipe qui sait élever le niveau. Et je pense, ça va vous étonner, c'est sur les 3 matchs du Burkina, le match que moi j'ai apprécié des étalons, c'est le match où on a perdu. Il a perdu contre l'Algérie. D'accord. D'accord. Alors, coach Brahima, vous allez donner la lecture du technicien. Salif a donné la lecture de l'observateur. Voilà. Alors, le technicien que vous voyez par rapport aux effectifs, par rapport au style de jeu, par rapport à l'enjeu, comment vous, le technicien, vous lisez ce match? Ce match-là, je jouais surtout sur le mental. Ouais. Sur le mental. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, le Burkina n'a rien à envier aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et ce n'est plus comme avant où il fallait venir limiter les dégâts. Non, aujourd'hui, moi-même, je peux dire même que les Ivoiriens craignent plus même les étalons. Aujourd'hui, nous aussi, on a des grands joueurs, on a des joueurs qui jouent dans des grandes équipes en Europe. Peut-être que sur le papier, la Côte d'Ivoire est un peu en avance, mais quand on voit le jeu aujourd'hui, la qualité même des étalons aujourd'hui, nous, on n'a rien à envier aux éléphants. Et si on rentre sur le terrain avec cette envie de montrer qu'on peut atteindre les quarts de finale, et puis rentrer sur le terrain et puis montrer qu'on peut éliminer le tenant du titre, ça va être encore plus facile. Mais maintenant, il y a la combativité, l'envie, l'abnégation. Il faut tout mettre, il faut mettre les ingrédients pour aller chercher cette qualification. Du moment, je ne sais pas, mais moi je pense que ce n'est pas en 8e de finale que les deux entraîneurs vont changer leur système de jeu. C'est comme M. Digma vient de le dire, c'est le même système que nous jouons. C'est le 4-2-3-1 qui se transforme souvent en 4-3-3. Voilà, et donc c'est l'offensif. Voilà, donc j'espère bien qu'on aura beaucoup de buts et qu'à la fin, bon, nous, on va marquer plus de buts que les Ivoiriens. D'accord. Kwanda, vous allez parler de ce match. Après, on va terminer par le grand frère parce que je réserve toujours le meilleur pour le grand frère. Oui. Kwanda, ce match Côte d'Ivoire-Burkina qui préoccupe tout le monde. Je crois même que
la cave salive parce que il n'avait jamais imaginé que Dieu voisin puisse se parce que ça fait monter l'adrénaline au Maroc et dans toute l'Afrique. Pour moi, ce que j'ai vu, le jeu va se jouer sur la combativité, l'abnégation, le mental. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous, on a tendance, je ne sais pas, c'est peut-être dans le temps passé, quand on dit la Côte d'Ivoire, bon, les gens ont tendance à baisser les bras, quoi. Et on voit la Côte d'Ivoire comme la France, comme l'Allemagne, voilà. Mais actuellement, si on regarde les statistiques, on va dire que la Côte d'Ivoire nous gagne sans problème. Mais quand vous regardez les derniers matchs, vous regardez même la CAN, vous allez voir que tout va se jouer sur les détails. Il faut que nous, nos jeunes là, pour ne pas dire nos joueurs, aillent au charbon. Ça veut dire c'est une finale. On joue ce match-là comme si on n'avait jamais joué de match encore. C'est-à-dire que dès que vous finissez, c'est fini. On gagne le match et puis c'est fini. Si on joue comme ça, je suis sûr qu'au soir du 6 là, on va sourire. D'accord. Grand frère, pour finir. Moi, je crois que je souhaite en tout cas aux étalons tout le meilleur. Parce que le peuple burkinabé est présent. Le peuple burkinabé regarde aujourd'hui les étalons le mardi. Tout le monde sera en tout cas sur ces écrans. Et je crois que nos joueurs ont intérêt vraiment à nous faire plaisir. Je crois que, mais nous disons que le tout reste toujours le sport. Nous sommes en sport. Tout peut arriver. Et je crois qu'au-delà, effectivement, de la victoire, si quelque chose d'autre arrive, notamment si ça ne marche pas, je crois qu'il faut qu'on reste sportif. C'est ce que nous avions effectivement lancé. Et nous souhaitons, en tout cas pour notre part, une belle CAN à nos étalons, une bonne année à l'extérieur là-bas, une année de santé pour eux, afin qu'ils puissent reprendre correctement ces différents matchs. Et nous souhaitons aussi une pensée à nos FDS qui en tout cas ont aussi les yeux rivés vers le Maroc parce que bon, au-delà de tout ce qu'ils abattent, c'est vraiment leur dire merci. Merci grand frère. Voilà, la bonne année, c'est vous qui l'avez souhaité. On ne pouvait pas s'attendre mieux parce que si c'était Salif là, il allait aller chercher. Mais comme c'est vous, vous voyez que c'est clair, c'est concis. Alors, moi je dis bonne et heureuse année à vous, téléspectateurs Au Cœur du Sport et de BF1 et vous, auditeurs de la radio Horizon FM. Vous savez, le sport, il n'y a rien de tel. Paix à l'âme de Félix Temtarboum qui disait, en sport, il n'y a pas de grandeur. Une fois que tu portes le maillot, tu es un joueur. Que tu sois président, prince, et tout ce que tu veux, si tu portes le maillot, tu es joueur. Et c'est ça qui fait la beauté du sport. En tout cas, au seuil de cette année 2026, notre seul souhait est que le Burkina vole de victoire en victoire. Et ça commence par le 6 dans ce match contre la Côte d'Ivoire. Et nous avons foi que les étalons vont faire le travail. Merci Salif. Merci à vous. Bonne chance aux étalons. Merci professeur pour votre enseignement. Même si tout le monde n'a pas appris, c'est sûr que Salif il a beaucoup écrit. Absolument. Merci grand frère René Sanou. Merci à Nassé Kwanda. Il suffit que vous transportez votre combativité de boxeur là. Écoutez, on s'en fout des coups. L'essentiel est que l'adversaire se retrouve au sol. Merci à Irénée Nana et à toute l'équipe de réalisation. Merci à Stéphanie Toé, notre chef d'édition. Le champion, c'est celui qui croit en lui-même quand personne ne le croit. Force et courage à vous qui vous battez sous le vent et la chaleur pour que nous puissions venir parler de sport et surtout transmettre votre envie de gagner, votre envie de victoire aux étalons. Sur ce, on se dit au revoir et à vendredi prochain pour un autre numéro de votre émission Au Cœur du Sport.